Bonjour Frédéric Soumain. Bonjour. Donc l'occasion de cette rencontre, c'est un bouquin paru récemment, un bouquin qui m'a tout de suite attiré, pourtant un bouquin complètement atypique. Mais bon, pour ceux peut-être qui ne vous connaissent pas ici, rapidement, vous êtes prof universitaire, Toulouse de Mirail, vous êtes musicien également, on peut en parler un petit peu? Oui, j'enseigne la littérature comparée à l'université de Toulouse. Je vis à Bordeaux, mais j'enseigne la littérature comparée à Toulouse avec une spécialité musique et littérature, relation entre musique et littérature, et un peu plus largement présence de la musique et de la culture musicale dans l'ensemble des sciences humaines. Et voilà, et parallèlement, j'ai une activité, disons, dans le monde de la musique, parce que j'écris énormément de programmes de concerts en particulier pour plusieurs institutions, notamment l'Orchestre de Paris avec lequel je collabore très régulièrement, enfin mois après mois pour écrire des programmes de concerts. Et puis aussi j'ai eu la chance, ça c'est une grande chance de ma vie, d'avoir été mis en relation il y a environ il y a 18 ans, parce que c'était en 2000 et on est en 2018, avec une très grande pianiste portugaise, Maria João Pires, qui est une des 10 meilleures pianistes du monde, et avec qui j'ai développé des liens d'amitié maintenant, et qui me fait confiance, et avec laquelle je collabore depuis des années notamment pour créer et imaginer des spectacles de musique, entre musique et littérature, des concerts théâtralisés. Donc voilà, je suis entre l'enseignement de la littérature et le monde de la musique. Des essais aussi, puisque vous avez consacré un essai à Maria João Pires. Oui, c'est vrai que cette collaboration qui est tellement importante pour moi, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai essayé d'en donner une sorte de synthèse. En fait, c'est entre l'essai et la chronique, parce que c'est assez personnel. J'ai pas voulu faire un livre universitaire du tout. Et justement aussi pour bien montrer la rupture entre le travail purement essayistique de type universitaire, et puis quelque chose que j'ai quand même essayé de rendre plus personnel, plus, je dirais pas intime, il faut pas exagérer, mais disons personnel, une sorte de chronique qui est aussi tout simplement une réflexion sur son art, sur ses idées, parce que Pires c'est quelqu'un, en dehors d'être une immense pianiste, c'est quelqu'un qui a développé toute une pensée sur l'éducation, sur l'écologie, tout un tas de problématiques contemporaines. Et donc j'ai essayé aussi de rendre compte de la richesse de ce qu'elle peut apporter, indépendamment de l'aspect purement musical. Et puis voilà, puis de ce que ça a apporté pour moi aussi, parce que c'est pas rien, ça m'a aussi beaucoup inspiré par ailleurs pour l'écriture romanesque, y compris Tue-Tête. Voilà. Et avant de parler de Tue-Tête et de vos romans, un intérêt également pour le roman noir, avec au moins une collaboration à la revue Temps Noir, avec oui, absolument, un essai sur Elroy. Oui, c'est vrai, donc c'est aussi un autre de mes centres d'intérêt parallèles. D'ailleurs, de temps en temps, quand je peux, j'essaye de les relier. La fiction, c'est un bon espace justement pour les relier, parce que c'est vrai que dans le champ un peu plus académique ou universitaire, c'est pas toujours évident de relier une tradition, littérature comparée, musicologie et le roman noir, parce que les gens comprennent pas, ou ça frotte parfois aux entournures, on dit mais quel est le rapport, etc. Donc justement, écrire aussi de la fiction, c'est un espace de liberté où on peut se permettre justement de marier comme ça des centres d'intérêt qui ont l'air hétérogènes. Et oui, j'ai toujours été un lecteur de romans noirs, un roman policier, de romans noirs, parce que je considère, bon ça c'est mon avis, on n'est pas obligé de le partager, mais je pense qu'ici beaucoup de gens le partagent, que le roman noir aujourd'hui ça fait partie des fictions qui disent le plus de choses. Alors il y a de tout dans le roman noir naturellement, mais je pense que ça fait partie des espaces fictionnels qui disent le plus de choses sur le monde, la société, qui aborde les problèmes moraux en particulier avec le plus de force, alors que, bon, je critique personne, mais je pense que la littérature dite générale, surtout en France, a un peu abandonné ces sujets au profit de tas d'autres problématiques, plus de représentation du quotidien ou d'autofiction, et la littérature se dépolitise, n'aborde plus trop la violence du monde, fuit cela. Et je pense que le roman noir, c'est aujourd'hui le genre social, le genre politique le plus riche et le plus passionnant. Puis bon, je suis presque déconvaincu ici, mais je pense qu'il y a des très très grands écrivains, et donc il n'y a pas de raison de ne pas parler de roman noir et de ne pas s'y intéresser. Avec, en ce qui concerne vos deux ouvrages, particulièrement celui-ci, un angle d'attaque plus particulier, puisque
Alors, Tue-tête, paru récemment, et Agnus Regni, qui était paru En 2009. en 2009 à Toulouse, Oui. et bon, qui a été peut-être un petit peu moins diffusé. Ce sont Oui. deux bouquins qui nous projettent dans un environnement complètement déroutant par rapport aux nôtres. C'est une France, une Europe qui a complètement changé, qui est bouleversée, qui a explosé. Et l'un comme l'autre, ces deux romans, Agnus Regni et Tue-tête, relèvent de ce qu'on appelle la contre-utopie ou la dystopie. Voilà. Une vision assez pessimiste du futur. Alors, j'ai Pas du tout un lendemain qui chante. Non, c'est vrai que ça m'intéresse un peu dans la ligne de ce que je viens de dire sur le côté social et politique du roman noir. Ça m'intéresse l'anticipation politique. Alors, dans mon cas, c'est pas une grande anticipation, c'est-à-dire c'est pas du tout des romans, et ça vaut pour les deux, qui sont, comme je dirais, futuristes. C'est pas du tout futuriste, c'est simple, c'est une relativement faible anticipation de manière à ce qu'on voit bien le lien avec la société contemporaine. C'est une extrapolation finalement. Et effectivement, ça m'intéresse la tradition contre-utopique, dystopique, parce que je pense que ça libère en fait, par rapport, disons, à un roman noir de type plus directement réaliste, qui parfois donne des choses absolument géniales. J'adore par exemple lire Denis Manouty, ou des gens qui sont très politiques et très réalistes. Mais je pense que c'est un genre, mais je pense que la dystopie, ça permet, à mon avis, une plus forte symbolisation des choses. Justement parce qu'on n'est pas tenu au réalisme exact, on n'a pas ce devoir, en quelque sorte, ce devoir d'exactitude, parce que quand on est réaliste, il faut être réaliste sérieusement, donc il faut être exact, finalement, et en se libérant d'une certaine manière de cette contrainte, on peut dire les choses de manière à mon sens, très forte parce que beaucoup plus métaphorique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans Tue-tête, puisque ça traite de certaines questions, à la fois politiques, écologiques, sociales, représentation du rapport entre les classes sociales, le pouvoir politique, le pouvoir spirituel, parce qu'il y a une sorte de caricature de sectes néo-protestantes qui vendent du développement personnel, comme il y en a tellement de nos jours. Ce genre de problématiques, elles sont abordées, donc ça renvoie vraiment à notre réalité, mais elles sont abordées à travers des grandes métaphores, la plus centrale dans le roman étant une maladie qui affecte les hommes, qui perdent leur voix, une sorte de cancer de la voix, c'est une maladie symbolique, évidemment, qui affecte seulement les hommes et pas les femmes. Ce qui va évidemment créer une sorte de tension épouvantable dans la société, les hommes étant à la recherche d'une voix perdue. Et évidemment, à travers la voix perdue, c'est aussi un statut perdu, ou une autorité perdue, en tout cas fragilisée. Et au cœur de cette situation abominable et qui génère des tas de tensions et de violences, il y a un personnage qui est un chanteur lyrique, donc c'est lui Tue-tête, c'est son surnom en fait, il a un nom, il s'appelle Melchior Maluire dans le roman, mais il est surnommé Tue-tête, alors c'est une star du chant lyrique, c'est un homme, donc il ne devrait pas pouvoir chanter, il ne devrait même pas pouvoir parler, puisque les hommes n'arrivent à parler dans cette société-là qu'au prix il faut qu'ils prennent des drogues, il faut qu'ils se fassent implanter des choses pour pouvoir juste s'exprimer, sinon ils souffrent abominablement. Et donc lui, il semble complètement épargné par la maladie, comme si la maladie, lui et lui seul, ne le touchait pas. Donc non seulement il parle, mais il chante. Il exprime à travers la vocalité une espèce de force, de puissance, dont on s'aperçoit que c'est une puissance à la fois un peu salvatrice, mais aussi destructrice. C'est une force ambiguë, comme l'est la musique en général, à mon sens. Une musique, c'est une force ambiguë, de toute façon, c'est très somatique, c'est très corporel, la musique. Et donc, évidemment, il y a un mystère autour de ça. Pourquoi lui, il est épargné? Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est vraiment un homme? C'est la question, évidemment, logique qu'on doit se poser, puisqu'il est épargné alors que les hommes ne le sont pas. Est-il un homme? Visiblement oui, en tout cas il en a l'air. Donc ça, c'est une manière de poser la question. Et évidemment, donc, il y a toute une enquête. C'est là que le roman noir intervient malgré tout, parce que c'est vrai que c'est une fiction dystopique métaphorique, mais c'est un vrai roman noir. Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'en faire un vrai roman noir. Donc il y a un personnage d'enquêteur, ou d'enquêtrice en l'occurrence, c'est une femme flic qui va enquêter sur une série de meurtres qui vont la rapprocher progressivement, inéluctablement de la sphère de ce chanteur, autour de ce chanteur. L'énigme va se resserrer
autour de ce chanteur. Et évidemment, il y a aussi parallèlement le fait de mener cette enquête va lui permettre d'élucider certains mystères qui la touchent à elle plus particulièrement sur l'énigme de ses propres origines, en enquêtant d'une certaine manière sur cette affaire qui la rapproche du monde lyrique et mystérieux de Tutelle. Elle enquête aussi sur elle-même et sur des secrets de famille, que, évidemment je ne vais pas vous révéler, mais qui sont essentiels. Donc voilà, le cadre est celui de la fiction dystopique, mais le type de récit est quand même celui du roman noir, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, parce que je pense que c'est... Donc on est au 24... Oh, on fait signe qu'il faut finir. On est au 24e siècle. Un univers totalitaire, un univers aussi gangrené par la pollution, etc. C'est très noir tout ça. Oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi une thématique. Alors elle n'est pas... On la voit pas réapparaître page après page ou chapitre après chapitre, mais au niveau général, au niveau du cadre général, il y a effectivement une problématique écologiste. En tout cas, on pourrait dire que c'est un conte d'alerte écologique. Bon, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, à part quelques acharnés qui continuent à nier le réchauffement climatique, c'est devenu quand même une problématique majeure, centrale. Alors, je ne dis pas du tout que c'est un éco-thriller, c'est pas du tout ça, mais effectivement, c'est une problématique qui apparaît, et donc, effectivement, il y a un univers... Voilà, en fait, ça montre aussi les conséquences sociales et politiques délétères de ce type de problème, enfin d'apocalypse climatique qui nous pend au nez, c'est-à-dire, c'est pas traité sur le plan strictement écologique, mais plutôt sur le plan des conséquences sociales, politiques, humaines, psychologiques même, en fait, que ça va engendrer. Après, je voudrais juste te dire, si j'ai juste une seconde, c'est noir, c'est sombre, c'est dystopique, mais c'est pas désespéré. parce que la conclusion est quand même une conclusion plutôt d'espoir. C'est-à-dire, à la fin, il y a un véritable acte de rébellion, il y a un acte de type presque révolutionnaire, que je peux pas vous décrire parce qu'il faudrait que je raconte toute l'histoire et ce serait trop compliqué, puis on n'a vraiment pas du tout le temps. Mais voilà, c'est juste pour dire que ça ne finit pas sur une note comment dire, déclinologique, épouvantable. Voilà, il y a quand même une sorte de rédemption à la fin. Oui, puis il y a une écriture somptueuse en fait. Ça, je ne peux pas le dire. Mais... Il fait de ce bouquin une sorte d'opéra parlé en fait. Oui, c'est vrai, il y a un modèle lyrique, ça c'est sûr. C'est vrai que ça, c'est un truc que je dois assumer aujourd'hui parce que, comment dire, la mode n'est pas au lyrisme. C'est vrai, la mode est plutôt à l'écriture économe aujourd'hui. Enfin, c'est très valorisé, à juste titre ou pas, ça c'est un autre problème. Mais il y a beaucoup de discours qui tendent à valoriser l'économie en écriture. Et c'est vrai que moi je prends un peu le contre-pied de ça. Je pense que la langue française, mais toutes les langues, mais je parle de celle que je pratique, est extrêmement riche, extrêmement expressive. Elle a des possibilités de plastique inouïes. Et moi je trouve que c'est dommage d'écrire sans s'en servir, quoi. Donc oui, il y a un lyrisme, il y a aussi des éléments de roman noir, des scènes brutales, il y a quelques scènes violentes, c'est un roman noir de toute façon, mais c'est vrai qu'il y a un rapport au lyrisme, oui, ça c'est sûr.